Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, j'ai répondu favorablement à l'invitation qui m'a été adressée par les leaders majeurs de la plateforme citoyenne et patriotique, Gabon d'abord, signée par son distingué président, M. Jacques Adjaïno, que je voudrais par la même occasion saluer et remercier. C'est donc à l'issue d'un échange long et fructueux et intéressant que j'ai eu avec M. Edmond Okenbelenkoro, avec qui j'entretiens des relations amicales et fraternelles depuis plus de 30 ans, ayant débattu à plusieurs reprises sur des questions touchant l'Afrique, son devenir, l'éducation, la jeunesse, le leadership, la vie associative, étant venu expressément m'exposer les raisons, sinon les motifs de cette plateforme que j'ai accepté de venir m'entretenir avec vous. Le thème dont vous avez vous-même tracé les contours et décidé de la formulation parle de la responsabilité de l'homme d'Église et de l'Église dans la situation du Gabon depuis le discours testamentaire et prophétique du président Bongo Dimba, « Je laisse le Gabon dans les mains de Dieu ». En prime abord, ce thème, somme toute intéressant, a suscité en moi de l'intérêt et a éveillé en mon esprit un bon nombre d'interrogations. J'ai perçu une sorte d'insinuation, en français facile, ce que l'on fait comprendre sans le dire, sans l'affirmer, et bien plus, ce thème a été une manière habile de faire entendre quelque chose sans l'exprimer formellement. Je comprends donc pourquoi c'est une plateforme, siège de discussion et d'échange. La langue de Molière se prête à ce jeu, le français étant reconnu comme une langue ambiguë, dès lors où une même formulation peut bien vouloir dire plusieurs choses en même temps en fonction du positionnement et des choix qui sont les nôtres. L'homme de Dieu que je suis et par extension l'ensemble des ministres du culte, et avec eux l'Église, c'est-à-dire les communautés chrétiennes, sont-ils responsables de la situation actuelle du Gabon? Le fait que le destin du Gabon leur aurait été légué par un discours testamentaire et prophétique du feu président Bongo Dimba avant sa mort, par cette déclaration sans équivoque, je laisse le Gabon dans les mains de Dieu, sous-entendu, entre les mains de ceux qui sont censés le représenter comme une situation grave que vit le pays, est-il du ressort de l'Église et des hommes d'Église? Dès lors, la question la plus saine qui est posée à l'homme d'Église, que je suis mieux, à l'ensemble des ministres du culte dont regorge notre pays, le Gabon, et à son Église, je parle de l'ensemble des communautés chrétiennes, sinon même religieuses, aurait pu être la suivante. Qu'avez-vous fait du Gabon qui a été remis entre vos mains? Sur un autre registre ou positionnement, parlons d'une autre vue de l'esprit, la question aurait pu tout aussi être, face à la situation actuelle du Gabon, que font les ministres du culte et l'Église, l'ensemble des communautés chrétiennes? Qu'il me soit donc permis de rappeler ici cette vérité éternelle sortie de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ, telle que nous l'avons dans les évangiles au sujet de la vérité qui rend libre et qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, sur l'évangile de Jean chapitre 8 verset 32, et le serviteur du Seigneur, qu'est l'apôtre Paul, renchérit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. En ce sens, un devoir de mémoire et de vérité s'est imposé à moi avec la raison pour laquelle il m'a paru opportun de commencer cet exposé en abordant les contours de la déclaration dite testamentaire et prophétique du feu président Bongo Dimba, puisque j'étais présent lorsque celle-ci a été faite et en sait assez sur les motivations qui ont conduit son auteur à la faire à la face de la nation. À l'issue de la première édition des Rallyes de l'Espoir, nous nous joignons aux entités ecclésiastiques de la grande famille pentecôtiste canatique et de réveil pour l'organisation de la première édition de la Journée nationale de prière, je précise en octobre 2005. Mon fils dans la foi et le ministère, aujourd'hui auprès du Seigneur, feu évangéliste Gaëtan Piedi, grand artisan de la première édition de la Journée nationale de prière, était le président et le coordinateur de cet événement. Lors des préparatifs et des modalités de la participation du président de la République à cette rencontre, le chef de l'État nous avait clairement signifié qu'il assujettissait
sa participation au fait qu'il ne devait pas prendre la parole. Quelques minutes avant la clôture, grande a été notre surprise de l'entendre dire séance tenante qu'il lui fallait dire un mot. Aussitôt, il me chargea d'un commun accord avec mes pairs de la faire. Après une brève concertation avec ses proches collaborateurs sur le contenu à donner à son intervention, le désir de remettre le Gabon entre les mains de Dieu était perceptible en lui. C'est ainsi que la note qui lui fut remise concluait son intervention ainsi: je remets le Gabon entre les mains de Dieu pour qu'il vive dans la cohésion et l'harmonie pour plusieurs décennies encore. Après lecture du texte proposé, le chef de l'État apporta des modifications et sa déclaration à la fin de la nation fut la suivante: je remets ce pays entre les mains de Dieu pour qu'il vive dans la paix et l'harmonie pour toujours. C'est dire ici l'amour, sinon la passion qu'il avait pour le Gabon et pour son peuple, les ministres du culte que nous sommes et les nombreux fidèles de nos églises et communautés chrétiennes, croyons de tout notre cœur à toutes les paroles prophétiques et aux promesses divines qui ont été faites et dites en faveur du Gabon et sa destinée. C'est pourquoi, contre vents et marées, au-delà des temps et des circonstances qui peuvent parfois être difficiles, nous continuons à porter notre pays dans la prière. Deux motivations nous y incitent. D'une part, c'est ce qui nous est commandé en termes de priorité liturgique. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, dans le but qu'il nous soit donné de vivre une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. La deuxième, ou d'autre part, parce que nous sommes conscients que les paroles d'un patriarche, d'un père de la nation, d'un père de l'indépendance, seront encore autorité par la volonté de Dieu. Elles résonneront encore longtemps, sachant que, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, quelle qu'elle soit la parole du roi, fait autorité. J'aime bien la version hébraïque d'Ecclésiaste 8.4, qui va jusqu'à dire la parole d'un roi comme d'un patriarche. Je me réjouis qu'il y ait ce matin des aînés et des sages, est comme un décret divin. C'est la volonté donc d'un homme d'État, de voir Dieu qui incarne des valeurs, retrouver sa place dans la gestion et la conduite de la nation Gabon. Omar Bongo avait pleinement conscience que cette borne avait été posée par son prédécesseur, feu président Léon Maminko, père de l'indépendance, qui à haute et intelligible voix proclama notre accession à la souveraineté internationale devant Dieu un 17 août 1960. Rappelons-nous que le boom pétrolier des années 70, l'opulence des richesses, l'accès aux biens et à l'argent facile ont éloigné nos dirigeants et une bonne majorité de nos compatriotes des valeurs morales et intrinsèques que Dieu incarne par-dessus tout. Les dérapages et les comportements ignobles qui vont de la corruption au crime organisé, en passant par des pratiques fétichistes d'un autre âge, de l'immoralité la plus abjecte, parce qu'elle sera même bestiale, en ont découlé. Dans quel but, me direz-vous? La recherche, bien sûr, effrénée des richesses et du pouvoir qui touchent aujourd'hui, je le précise, toutes les sphères de la société. Comme un ruisseau qui cherche inlassablement à faire son lit, ces inepties nous ont conduits lentement, mais sûrement à la banqueroute, non pas seulement économique, mais aussi morale et spirituelle, au point où, pour tenter d'y remédier, notre élite intellectuelle et nos stratèges politiques ont savamment pensé, nous sommes en 1990, je ne l'oublie pas, en pleine conférence nationale, reconstruire le Gabon sans Dieu. Puisqu'à l'époque, l'unanimité s'est réalisée sur le fait d'ôter la notion de Dieu de notre Constitution. Tenez-vous, sans prendre en compte que celle-ci était présidée par un archevêque, donc un homme de Dieu, qui me soit permis de dire quel mépris. C'est parce que, conscient qu'il était plus proche de la sortie et qu'il était de son devoir de préparer un avenir basé sur un fondement solide pour sa nation, le Gabon. Sans contrainte aucune, ce président Omar Bongo Ondimba prendra la responsabilité de modifier la Constitution en réintroduisant Dieu dans notre loi fondamentale en octobre 2000. Permettez-moi de rappeler, après 2 échecs successifs des tenants du pas de Dieu, sous les prétextes fallacieux que le Gabon était un État laïque et du principe de la séparation de Dieu et de l'État, qui au passage, permettez-moi de le dire à haute et intelligible voix, ne signifie pas bâtir un État sans Dieu. D'autres sont allés plus loin en déclarant « Nous avons assez entendu parler de Dieu. » Pourquoi ne pas faire référence au diable? Affirmation du défunt président au cours d'une audience qu'il avait accordée aux leaders religieux qui s'étonnaient
que cette réintroduction de Dieu dans la Constitution n'avait pas été faite plus tôt. En guise de réponse, il prendra soin de nous dire que l'avantage d'une majorité politique ne lui avait pas pour autant donné une majorité de conscience. Remettre donc le pays entre les mains de Dieu signifiait pour lui la nécessité de nous faire prendre conscience à tous, grands et petits, gouvernants et gouvernés, à l'ensemble du peuple gabonais dans sa diversité, que Dieu, le Créateur de tout l'univers, celui qui incarne des valeurs de justice, d'équité, d'intégrité, de solidarité, d'amour, du prochain, de sa patrie, d'unité, de pardon, de réconciliation, de partage, de dialogue, de tolérance, de considération et d'attention à l'égard des autres, devait être le fondement sur lesquels, n'est-ce pas, le Gabon se construit. Avait-il été entendu en 2000 lorsqu'il réintroduit Dieu dans la Constitution? Ou en 2005, lorsque de cette journée nationale de prière à laquelle il a participé, profité de cette agréable et précieuse opportunité pour donner le cap et tracer la voie à suivre. L'occasion, permettez-moi de le redire ici, m'a souvent été donnée, je voudrais m'adresser à l'ensemble des élites politiques de notre pays, de percevoir la classe politique des nations, quel que soit le bord auquel il appartient. Le Gabon n'y échappe pas. Ressembler au roi Hérode et au proconsul Pilate qui ne s'entendaient guère, mais pour des raisons politiques et même occultes, devinrent amis pour crucifier Jésus. Ce jour même, nous dit Luc 23, 12, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Face à ce que les politiciens perçoivent comme des impasses ou des difficultés insurmontables, ils ont souvent l'art de trouver dans l'Église et ses ministres les meilleurs boucs émissaires de leurs propres limites et incapacités. Ce fut le cas donc en 1990. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas toujours compris pourquoi la notion de Dieu fut enlevée de la Constitution par l'élite politique et intellectuelle au-delà de leur idéologie politique ou philosophique. Pour eux, les décennies de monopartisme politique avaient les lots de problèmes qu'engendrait la gabegie, le népotisme, la corruption généralisée, avaient pour seule et unique cause Dieu, ou du moins les valeurs qu'il incarne. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que nous vivons des tensions sociopolitiques qui sont même entretenues. L'homme de Dieu et l'Église sont-ils responsables? Ma réponse est bien évidemment non. Je veux le démontrer par les preuves de mes écrits et des différentes interventions que j'ai adressées au Forum de la Nation. Vous avez une série, n'est-ce pas, d'ouvrages qui sont là. Mon constat est accablant pour l'élite politique de notre pays dans son ensemble. Pourquoi? Parce que la classe ou l'élite politique du Gabon est égocentrique. C'est ce que notre président a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, elle monopolise toujours la parole, le débat. Elle est centrée sur ses intérêts, sur elle-même. La sphère politique est devenue le centre de la nation. Elle pense que personne ne peut vivre ou exister sans elle. Elle n'a pas le temps d'entendre un autre son de cloche. Elle est tout simplement devenue sourde, y compris au message divin. Percevons donc les résistances, son ultime message, je parle du président Bongo, son discours testamentaire et prophétique se trouve être la partie la plus importante de son message en janvier 2009. Monsieur le Président Adjaïno, vous en avez fait, je m'en réjouis, référence en réponse aux vœux qui venaient de lui être adressés. Je cite, « Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous en avons fait. Dieu nous regarde, il nous observe, nous lui rendrons des comptes. » Permettez-moi donc de dire que cette fois, c'est bien à la classe dirigeante, à la classe politique, dans son ensemble et à la pléthore de collaborateurs et collaboratrices, d'hommes et de femmes qu'il avait connus, sinon politiquement fabriqués, suscités, qu'il connaissait mieux que quiconque dans leur motivation et leur capacité de nuisance, au bien-être et au mieux-être des Gabonais, et à la paix et à la stabilisation du Gabon pour lesquels il avait consacré sa vie. Il a donc exposé une façon de faire qu'il a bien perçue obsolète, improductive, nocif pour le Gabon et pour son peuple, dans son humilité et sa volonté de s'affranchir devant Dieu et les hommes de cet état de fait en disant Dieu ne nous a pas permis. Il s'y est inclus pour faire la paix avec Dieu, celui qu'il savait aller trouver pour lui rendre des comptes. Pour cela, quel est le rôle de l'Église? Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Notre responsabilité est de véhiculer en tout lieu, circonstance, un message d'espérance dans l'alignement des desseins éternels de Dieu. C'est en cela que nous serons la lumière du monde, de nos nations, de notre pays et de nos contemporains.
Jésus déclare, alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'Église donc n'a pas vocation de se substituer aux responsabilités, aux missions des dirigeants ou de nos élites politiques dans leur diversité qui sont investis d'un pouvoir pour diriger, administrer ou évaluer et contrôler l'action gouvernementale en fonction du champ de compétences qui est le leur dans la sphère politique. Dans cette péricope et portion de texte, le Seigneur Jésus-Christ établit clairement la sphère d'influence des uns et des autres. Le pouvoir vient de Dieu, certes, mais même Dieu fait homme, en la personne de Christ, reconnaît que César et tous ceux qui opèrent dans la sphère, n'est-ce pas, politique, qui symbolisent le pouvoir politique, se doivent d'exercer dans ce milieu entre eux, dans un environnement souvent fait d'antagonisme, de rivalité et de contradiction. Dans l'Église, nous sommes libres d'avoir, en tant que chrétiens, une opinion politique, ou d'adhérer en fonction d'un programme, aux thèses d'un parti, ou d'un de ses leaders, en toute âme et conscience. Les chrétiens sont encouragés à remplir leurs devoirs citoyens, et même nos cadres, certains sont là, à s'engager, à participer de manière effective aux problèmes d'intérêt nationaux. Mais la conscience d'une nation et de la société, c'est l'Église. La véritable autorité dont use l'Église doit inciter au service des autres, à la compassion, à l'esprit de douceur, dans l'amour, la patience et l'espérance. Tout citoyen, y compris chrétien, est libre d'avoir des ambitions politiques. Mais il doit se garder de faire de l'Église sa base politique. C'est la tentation du pouvoir qui touche des leaders de l'Église d'engager l'Église en tant qu'institution comme activiste au nom de la vérité des valeurs bibliques telles qu'enseignées par le Christ et dont elle s'écarte. Pour autant, devons-nous faire le déni des réalités de la vie, des inerties, de l'injustice, des inégalités, de l'insécurité, des violences sous toutes leurs formes et de l'immoralité galopante dont nous sommes témoins chaque jour que Dieu crée? Bien heureusement non, au risque de rentrer en contradiction avec une promesse de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous assure le bien-être révélé dans le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Si nous avons donc un rôle social, un rôle d'éducateur, d'encadreur de conscience, si nous revient le droit de participer à la gestion des affaires de la cité, nous devons veiller à rester dans le cadre défini par le Seigneur de nos missions. Obéir à ce principe ne fait ni de l'Église ni de ses ministres les responsables de la faillite de nos élites politiques sous prétexte d'une neutralité qui nous rendrait coupables de je ne sais quelle ineptie. Je voudrais conclure en donnant un conseil pour conclure. La Bible déclare que le plus grand parmi vous sera le serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. La politique, police, la cité, doit être comprise comme étant la forme la plus éminente de la charité, de l'amour, parce qu'elle est fondée sur le souci des autres. Le politicien a l'obligation de comprendre que son mandat consiste à se préoccuper de l'autre et non de lui-même. C'est pourquoi le politicien, sur la base de ses valeurs morales, ne devrait pas être mu que par sa détermination à promouvoir son idéologie. Il doit aussi s'investir à réaliser sa vision, son programme. C'est aussi important. Tout ce que nous venons de voir est lié donc à la nature du cœur. Si les cœurs de notre élite politique étaient transformés, orientés vers ces exigences morales, tout le monde se mettrait à l'ouvrage, chacun à son niveau de responsabilité, chercherait à se focaliser sur des objectifs simples, mesurables, atteignables, réalisables dans le temps. Les débats politiques tourneraient autour des idées, c'est pour ça que j'aime cette plateforme, et programmes sur la façon de faire mieux ou davantage, de critiques constructives seraient entendues et bien d'autres choses qui se feraient avancer le pays. Je m'interroge donc sur la nécessité de poser une question cruciale à toute personne souhaitant exercer dans l'arène politique. Pourquoi voulez-vous faire de la politique? En termes de leadership et de politique, le Seigneur Jésus a inversé l'ordre des choses en disant « Mais le plus grand parmi vous sera le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Les politiciens, comme d'ailleurs toute personne qui exerce une quelconque activité publique, devaient être reconnus sur la base de leurs qualifications et leurs capacités, sans omettre, j'insiste, sans omettre le fait de s'enquérir de leur caractère moral. En d'autres termes, la fibre morale de nos politiciens devrait constituer une exigence avant qu'ils n'accèdent à des fonctions de dirigeants ou n'exercent dans l'arène politique nationale. Je conclus en vous disant avec beaucoup de profondeur que la destinée d'une nation dépend de la manière dont elle se nourrit. Je peux sans hésitation en déduire que nos réussites personnelles, nos mérites, nos acquis
n'ont de sens que lorsque finalement nous utilisons ces privilèges pour nous mettre au service du plus grand nombre. Souvent des temps fâcheux et des épreuves nous arrivent parce que nous avons oublié cette vérité éternelle ou délibérément violé ce principe. Nous sommes placés pour percevoir et avoir une lecture des événements qui pointent à l'horizon et qui peuvent, à travers des comportements inacceptables, nuire à la paix sociale, à la quiétude. Parce que je pense que la lecture permanente de la parole de Dieu nous donne assez de discernement. On ne peut pas, pour conclure, bâtir une nation par son dénombrement, ou aussi le construire en se nourrissant de manière constante de négativité, parce que les griefs, les rancunes et autres désirs de vengeance résident dans nos cœurs. Je termine avec ce verset que je vous laisse à la méditation. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Je vous remercie. Je suis bouddhiste, traditionnaliste. J'ai suivi le discours du président. Il a dit qu'il faut dire la vérité. Et il faut toujours dénoncer. C'est bien. Le logo est bien. Ça représente le Gabon. C'est le Gabon d'abord. Je suis vraiment satisfait. Mais, je m'aurais dit quelque chose en tant que traditionnaliste. Je l'ai toujours dénoncé que notre tradition n'est pas valorisée. Notre tradition est toujours derrière. On mettra toujours devant les autres, que je ne vais pas citer les noms. Mais je voudrais également, on dit dans notre hymne, la Concorde, oui, que les temps heureux, rêvés par nos ancêtres, arrivent enfin chez nous. Qu'est-ce que nos ancêtres ont dit? Je voudrais, il aurait aussi été mieux, par exemple, d'avoir la harpe sacrée ici, puisque la harpe sacrée est représentée là-bas. Mais la harpe sacrée pouvait jouer ici, parce que la harpe sacrée est une divinité. Parce que lorsqu'on fait quelque chose comme ça, il faut également honorer la mémoire des ancêtres. Pas seulement par un dessin, mais par l'acte. Donc, ce sont des remarques. Et pour dire que c'est bien, Omar Bongo a dit, mais qu'est-ce que nos ancêtres ont dit? Parce que c'est ça aussi le problème, de respecter la parole de nos ancêtres. Et je pense que si nous voulons que cette plateforme, vraiment, déjà ça va marcher, parce que je suis là-dedans, moi j'ai donné mon accord, mais je voudrais également qu'on donne la place à Dieu et à nos ancêtres. À Dieu et à nos ancêtres. Donc, puisqu'on ne nous a pas donné la parole, moi j'ai pris la parole parce qu'il fallait que les ancêtres s'expriment aussi. Bokaye. 10 secondes de consommer déjà. Je commence ici par remercier mes papas parce que, loin d'imaginer que je pouvais, en tant que fils, avoir cette opportunité d'échanger avec vous, avec toutes ces personnes. Ces centaines d'années cumulées en matière d'expérience, que cela soit professionnel, républicaine ou autre. Donc une fois encore, merci pour l'opportunité que vous me donnez ici. Merci surtout au président Kimbele par rapport à ses contributions, notamment sur son exposé de motifs et la projection qu'il fait de la constitution, donc de la future République, telle que pensée par la plateforme Gabon d'abord. Vous avez parlé du copil citoyen. Effectivement, je n'en suis que le porte-parole. La coordinatrice, elle est là, c'est Madame Justine Lekogo. Mais quand vous nous voyez, nous, ici, en tant que jeunes, elle est là. Être devant, c'est pas tant parce que nous sommes les meilleurs, non. C'est parce que simplement nos pères dans la société civile, les Marcona, Georges Paga et autres,
les Jean-Rémy Yama, on dit qu'il est important de voir comment est-ce qu'on peut transmettre ce fonds. Donc tout ce que vous voyez, c'est vrai, quand on vous croise dans la rue, on vous félicite, mais je n'en suis que le porte-parole et je rends compte de ce que décident mes papas et de l'orientation qu'ils donnent. Donc ici également, j'en profite pour remercier tous ces acteurs de la société civile qui nous forment, auprès desquels nous apprenons. Le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. Le Gabon, pour ce que j'ai pu noter, c'est 54,6% de jeunes. C'est une espérance de vie qui tourne autour de 63 ans. C'est un classement IDH 109e sur 188. C'est un taux de pauvreté qui est au-dessus de 30%. C'est une dette abyssale, aujourd'hui, de plus de 7 000 milliards de francs CFA. En matière de croyances, on va dire que c'est pratiquement 100% des croyants, mais avec une forte proportion de chrétiens, plus de 80%. Nous enregistrons plus de 100 partis politiques et associations politiques. Nous avons aujourd'hui un Parlement qui est monocolore, dans cette diversité d'opinions. Cela doit nous amener à nous questionner. Quelle est la responsabilité de chacun dans ce Gabon en miniature qui est le Parlement, et c'est l'objet de mon intervention. Pour parler du Parlement, il faut qu'on commence par comprendre ce que c'est le Parlement. Pour comprendre ce que c'est le Parlement, il faut qu'on commence par comprendre quel est l'acte qui permet de conduire jusqu'au Parlement. On parle d'élection. L'élection a toujours été présentée comme étant une chose politique. Et lorsque j'interviens, je me pose souvent la question, mais pourquoi est-ce que quand il s'agit de voter, on demande aux gens dans leur diversité d'aller accomplir un acte civique, et quand ces personnes dans leur diversité décident d'assumer leur acte plus en étant votant, mais en étant candidat, on dit « Ah non, toi tu commences à faire de la politique ». Comme si on avait organisé le pays de façon à ce que certains soient programmés pour être élus et d'autres non pour mission que de les élire. Donc tant qu'on n'arrive pas déjà à déconstruire, nous serons effectivement dans cette conception où, en tant que leader religieux, je vais te dire, mon boulot à moi c'est d'aller voter. Je ne dois pas me présenter parce que si je le fais, je suis en train de faire de la politique. Mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce que nous dit la Constitution. La Constitution nous dit, toute personne âgée de 18 ans peut se présenter sans distinction d'opinion, sans distinction de race et tout ce qui va avec. C'est parce que nous avons aujourd'hui refusé d'assumer nos responsabilités à cause de ces perceptions que nous nous retrouvons avec un Parlement qui est monocolore parce que les compétences qui pouvaient y aller dans cette chambre de réflexion et non chambre à coucher, comme je le dis souvent, même si on l'appelle chambre, mais il faut qu'on commence par comprendre qu'est-ce que c'est en tant que chambre. Aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir une chambre à coucher qu'une chambre de réflexion. Mais simplement parce que bon nombre qui y vont soit pour une retraite politique, j'étais ministre, je ne suis plus ministre, donc il faut que je me case au Parlement. D'autres y vont parce qu'en reconnaissance, il faut les honorer et il faut les caser. Mais tant qu'on n'arrive pas à comprendre que si nous ne changeons pas ce modèle de conception, nous serons toujours dans la situation actuelle parce que les problèmes de notre pays partent du Parlement. Il n'y a pas un autre endroit. Les problèmes du pays partent du Parlement. Mais pour comprendre pourquoi est-ce que les problèmes du pays partent du Parlement, je vais vous partager quelques réflexions. Pour les 9 minutes 30 secondes qui me restent. Alors, le Parlement, qu'est-ce que c'est et quel est son pouvoir? Lorsque l'on fait une lecture des dispositions combinées des articles 36, 65 et 109 de notre Constitution, on peut définir les missions du Parlement ainsi qu'ils sont. Voter les lois, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement depuis la révision de 2020, évaluer les politiques publiques. Quand
Quand on analyse les dispositions de l'article 109 de notre Constitution, on peut parler de modification de la Constitution sur la base des 2 tiers. On peut encore ajouter, valider les accords de prêt. C'est ce qui justifie notre dette abyssale de 7 000 milliards. Ce n'est pas l'exécutif qui décide de valider le prêt, c'est le Parlement. Donc si on a une dette de 7 000 milliards, ça commence par le Parlement. On tire sur le gouvernement, oui, mais rien ne peut se faire si le Parlement n'a pas donné son OK. Mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec une dette de 7 000 milliards? Et parce que simplement dans cette chambre à réflexion qui est devenue chambre à coucher, on nous trouve des personnes qui y sont par reconnaissance. Des personnes qui y sont parce qu'on a perdu un poste. Des personnes qui y sont parce qu'il faut garder le prestige, vu que être député est perçu maintenant plus comme étant un prestige qu'une mission sacerdotale pour la République. Mais ça, c'est pas aussi la faute des députés. C'est la nôtre d'abord. Donc c'est cela les missions du Parlement en combinant les articles 36, 65, 109 de notre Constitution. Quelle est la particularité du Parlement gabonais comparativement par exemple aux autres parlements? 7 minutes, rassurez-vous, je suis le temps. Le Gabon est l'un des rares pays en Afrique à modifier, comme il le veut, notre Constitution. De 1960 à aujourd'hui, je vais vous faire un petit récapitulatif des modifications des constitutions comparativement aux autres pays. De 1960 à ce jour, le Gabon a modifié 24 fois sa constitution. Le Bénin 6 fois, le Sénégal 8 fois, le Mali 3 fois, le Ghana 4 fois, le Nigeria 4 fois. De 1990 à aujourd'hui, le Gabon a modifié 9 fois sa constitution. Le Bénin 1 fois, le Sénégal 2 fois, le Mali 1 fois, le Ghana 1 fois, le Nigeria 1 fois, la Côte d'Ivoire 3 fois. Le Gabon est le seul pays au monde à avoir modifié, sur les 10 dernières années, 3 fois sa constitution. Et pourtant, l'article 47 de notre constitution donne le pouvoir à l'exécutif comme au Parlement d'agir à travers des lois, parce que la constitution, en fait, elle est elle est sacrée. On ne la modifie pas n'importe comment. Simplement parce que, comme je le disais, on a plus une chambre à coucher qu'une chambre à réflexion. On a des gens qui sont là, juste pour servir leur cause et non servir la République. Mais pourquoi ces personnes-là servent aujourd'hui leur cause et leur République? Tout part des différentes modifications. La Constitution de 91, qui est celle qui se rapproche de celle des pays que je viens de citer, qui n'ont pas modifié autant de fois leur Constitution, c'est une Constitution qui a été rédigée, inspirée en gros par les acteurs de la société civile. Je parle sous le contrôle de mes papas, de mon papa Edmond Kandé. Après les élections de 93 et tout ce qui s'est passé, les politiques ont décidé de modifier la Constitution à leur guise et pour encadrer leurs intérêts personnels. Et c'est ainsi qu'en l'article 37 de notre Constitution, le Gabon est le seul pays qui a mis dans sa Constitution une disposition au nombre des éléments poussant à la perte du mandat, l'exclusion de son parti politique. Ça n'existe dans aucune autre constitution. La perte du mandat n'est dans d'autres constitutions actée que par soit un décès, soit par un emprisonnement après la levée de ton immunité parlementaire, ou soit par la démission volontaire de ton parti politique. Or, les politiciens en 1994, quand ils se retrouvent, ils décident de mettre comme une épée Damoclès sur chaque personne qu'ils envoient les représenter. Je suis à 10 minutes 35 secondes. Donc vous comprenez déjà... Merci. Donc vous comprenez que dans un premier temps, l'introduction en 1994 de cette disposition fait en sorte que les élus, les représentants du peuple, dont le mandat en principe est un mandat qui est représentatif et non impératif, ont dans leur constitution un mandat qui est représentatif, mais dans les faits, leur mandat devient impératif. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant plus redevables au parti de peur d'être exclus et de perdre leur mandat que redevables à la République qu'ils sont censés
servir. Donc on se retrouve plus avec des députés au service des partis politiques que des députés au service de la République. Et c'est pour cela que vous avez constaté, lorsqu'il s'est agi de la dépénalisation de l'homosexualité, les députés PDG qui ont voté contre ont été convoqués le lendemain au secrétaire général du PDG, où ils ont été sermonnés qu'à l'avenir, s'ils votent contre les intérêts du parti, ils seront exclus et de ce fait, ils perdront leur mandat. Pourquoi? Parce que la Constitution est taillée de façon à ce qu'ils soient plus redevables au parti que redevables à la République. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont poussé le vice encore plus loin. Parce que lors de la modification de la Constitution de 2020, ils enfoncent le clou. Et ils partent extraire du règlement du Parlement des dispositions dans le cadre du règlement pour en faire des dispositions constitutionnelles. Et là, je parle du process de la levée de l'immunité parlementaire. Ils ont modifié la Constitution de façon à ce que certains votes se fassent à main levée. Donc ça fait en sorte qu'on est dans une posture où un député, s'il veut voter de façon objective, s'il lève la main, il est identifié. Une fois qu'il est identifié, il est convoqué par son parti. Une fois qu'il est convoqué par son parti, on demande à lever de l'immunité parlementaire. Et on voit les députés qui lèvent la main pour que cette immunité soit levée ou non, parce que s'ils ne le font pas aussi, alors ils sont convoqués. Donc on se retrouve dans un environnement où les députés n'ont pas le choix. Mais le problème aujourd'hui, c'est notre Constitution. Parce qu'en l'état, même si c'est l'opposition qui prend le pouvoir, on va se retrouver dans la même situation. C'est pour cela que le prochain mandat doit être un mandat de transition, avec des acteurs qui sont proches de la Constitution, des événements de 90, qui ont conduit à l'élaboration de la véritable Constitution, qui est celle de 91. Ces acteurs étaient en majorité les acteurs de la société civile. Et c'est pour cela que, en tant que citoyen, je suis totalement et parfaitement en phase avec les orientations de la plateforme Gabon d'abord, parce que ce sont des objectifs communs que nous poursuivons. Il faut des personnes qui sont désintéressées, des personnes qui n'ont aucune épée Damoclès à majorité. Je parle de la majorité, je ne veux pas dire que les partis politiques ne peuvent pas présenter leurs candidats et autres, mais il faut à majorité des personnes désintéressées. 13 minutes 54 secondes. Donc, il faut en majorité des personnes désintéressées, avec pour mission de toiletter notre Constitution, de façon à ce qu'après ce toilettage, un parti politique qui viendra présenter des candidats aura des députés qui sont objectifs, qui n'auront pas peur de voter même contre leur parti, lorsqu'ils estiment que la décision du parti n'est pas une décision qui va dans le sens des intérêts de la République. Donc c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas compris. On tire sur les députés, mais quand vous avez des députés qui ont fait d'une fonction une profession, parce qu'il y a de ceux-là qui sont là depuis plus de 20 ans, si on demande quelle est ta formation académique, il va te dire député, parce qu'il ne fait que ça. Or, député, c'est une formation, enfin c'est une fonction, c'est un sacerdoce pour la République. Mais il y a de ceux qui sont là, ils tuent les crimes rituels, tout ça, parce qu'ils n'ont pas une autre qualification que député. Pour eux, c'est la qualification. Être député est une qualification. Et on comprend aussi pourquoi est-ce que le Parlement, la Constitution, est allé dans ce sens, comme si être député était une qualification. Même dans la Constitution, dans son toilettage, la société civile n'a quasiment pas de place. Il n'y a aucune ouverture qui est donnée à cette dernière, même en matière de contrôle des élections, d'observation. C'est-à-dire qu'on est totalement exclu, on a une Constitution qui ne va que dans le sens des partis politiques, tous bords confondus. Et cela s'explique parce que ce sont ces partis politiques, dès 1994, qui ont modifié la Constitution, inspirée en majorité par les acteurs de la société civile, leaders religieux et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Pour finir, c'est de vous dire que nous-mêmes, nous sommes responsables de la situation de notre pays. Nous-mêmes. Parce que je ne peux pas comprendre que pour un pays comme le Gabon, 143 sièges de députés, 920 candidats, une moyenne de 6 candidats par arrondissement pour les 143 sièges. Pour un pays qui regorge politiquement de plus de 100 partis et associations politiques, civilement de plus
de 100 associations et autres apolitiques, comment comprendre qu'on puisse se retrouver dans des proportions où on a 6 candidats par arrondissement plus graves? Dans certaines provinces, dans une seule province que j'ai identifiée, au niveau du Haut-Ogooué, on se retrouve avec des candidats uniques à une élection législative. Unique. Donc ça veut dire que les partis politiques de l'opposition comme de la majorité s'accordent pour dire que dans notre circonscription-là, il n'y a que ce député PDG qui est là depuis 30 ans qui peut être candidat. Comment est-ce qu'on peut le comprendre et le tolérer? Je veux bien qu'on fasse un procès, mais nous-mêmes également, on doit se remettre en cause. Comment comprendre qu'on puisse avoir des candidats uniques dans des circonscriptions où on a des leaders de conscience, leaders d'opinion, leaders d'association? Comment est-ce qu'on est arrivé à croire que le Gabon n'est plus notre patrimoine à tous, mais c'est 17 minutes, donc il me reste 3 minutes. Le Gabon n'est plus le patrimoine à tous, mais c'est le patrimoine d'un groupe d'individus. Et cela s'est traduit même dans nos expressions. Quand on dit qu'il faut qu'on se mobilise, quel est notre réflexe? Oh, c'est leur pays, ils n'avaient qu'à faire comme ils veulent. Et pourquoi se plaignons-nous du moment où nous leur demandons de faire de notre pays ce qu'ils veulent? Donc il faut qu'on commence par cette réelle prise de conscience. 17% des candidats étaient indépendants. Comment le comprendre? Donc, il faut aujourd'hui, pour conclure, nous amener à comprendre. Autre effet, vous avez des députés aujourd'hui qui sont députés dans l'un des arrondissements de Vendo, avec 299 voix. 299 voix en plein Libreville. 299 voix au premier tour qui a permis d'accéder au second tour. Mais c'est grave. Comment le comprendre dans des circonscriptions, on a plus de 10 000 personnes, quelqu'un devient député avec 299 voix, qui ne représente même pas un culte du dimanche dans une petite église. Essayons un peu d'imaginer la gravité de ce que nous cautionnons dans notre pays. C'est bien que d'accuser les politiques, mais quelle est notre responsabilité? Toute personne confondue. Leader religion en premier, parce que c'est nous qui représentons, quand je dis nous, je parle des chrétiens, 80% de la population. Donc si on arrive à ce niveau, c'est que d'abord, la responsabilité, c'est celle des 80% de la population, et de ce fait, leurs leaders doivent se questionner sur le type de message qui est envoyé à ces 80% de la population pour qu'on se retrouve dans cette situation. Donc là également, loin d'accuser mes pères, mais on a souvent des débats dans ce sens-là avec mon papa Francis Michel, mais je le dis tout le temps, qu'on ne peut pas... Non, la première responsabilité est la vôtre, parce que ça dépend du message que vous donnez. Voilà. Donc j'en ai terminé. 19 minutes 20 secondes. Donc merci pour votre attention qui, j'espère, a contribué davantage à un éveil de conscience. Mais rassurez-vous, toutes les prières du monde ne feront pas en sorte que le pays change si à côté de ces prières, on ne se lève pas et on ne matérialise pas notre engagement. Merci. Merci. Avant de passer au prochain exposé, nous avons